Bonjour à tous. Bonjour, Président. Comment ça va? Je suis sous un parapluie, vous avez remarqué? Alors, Marie-Madeleine, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à tous. Je suis absolument désolé. Je suis triste de ne pas être avec vous aujourd'hui. Voilà, Et encore plus triste à l'idée de vous dire que dans 2 jours, j'aurais pu y être. Voilà. Voilà, les choses s'améliorent, mais c'est bon. C'est une saloperie, ça dure un certain temps, il faut être patient. Ça s'appelle une cruralgie. Une cruralgie, oui, allez voir sur Wikipédia. En fait, Enki, c'est un bug. C'est extraordinaire, il pleut là carrément. Non, mais c'est un bug qui t'arrive. Oui, bah, c'est un bug, effectivement. Tu sais, les hommes, ils sont truffés de bugs. Leur vie est truffée de bugs. Et bien sûr, c'est une forme de bug. Et oui, et pourtant, vous qui parlez du désastre dû à la technologie, justement, dans votre série Bug, c'est quand même grâce à Internet qu'on a accès à vous aujourd'hui, Enki Bilal. Bien sûr, le bug, c'est vous êtes puni. Le bug, c'est pour après. Alors, j'aimerais quand même juste expliquer à notre public, d'abord, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de jouer le jeu avec la visioconférence. Christophe Onodibio, directeur adjoint du Point, s'est joint à moi aujourd'hui pour une raison très simple. D'abord, c'est qu'il connaît très bien Enki Bilal et pour cause, vous avez commis un livre ensemble en 2011, si je ne m'abuse, oui. Ciel d'orage. Ça marche? Ouais, ça marche. Oui, en 2011, ouais. Ciel d'orage chez Flammarion, qui était un livre... d'entretien, de longues conversations. Je connais Enki depuis que j'ai 12 ans. Lui ne me connaissait pas encore. Moi, je le connais depuis que j'ai 12 ans. Il a traumatisé un peu ma jeunesse, mais traumatisé positivement. Hein. Il a réveillé ma jeunesse. C'est un peu ce que fait Enki, traumatise positivement. Voilà. Bah, il ouvre des blessures fécondes en nous qui nous font réfléchir. Et oui, voilà, on a écrit ce livre. Enfin, j'interviewais Enki pour essayer de comprendre l'origine de la création, ses obsessions, et il a été suffisamment généreux pour se prêter à l'exercice. Voilà. Alors, il y aura une suite à cette conversation que vous avez cessée en 2011, mais qui va continuer dans un prochain ouvrage. On en parlera dans un instant. Mais d'abord dire qu'effectivement, Bug, qui est la toute dernière série, dont vous avez publié le second tome récemment et dont nous attendons le 3e, et fait partie de votre actualité, mais aussi un livre également d'entretien avec Adrien Rivière, publié aux éditions Belin, intitulé « L'homme est un accident ». C'est un livre qui, d'une certaine manière, permet à la fois peut-être de mieux comprendre votre personnalité, vos obsessions, comme disait tout à l'heure Christophe, et puis aussi une sorte de grille de lecture, même si ça n'est pas le propos de votre œuvre. On y comprend vos préoccupations, la manière dont s'est articulée votre œuvre et les différentes séries, comme la trilogie de Nicopole, comme la tétralogie du monstre, comme Coup de sang. On comprend peut-être un petit peu mieux qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous habite. Et c'est de ça aussi dont il va être question aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans des questions concernant votre actualité, je voudrais quand même vous demander, parce qu'on m'a beaucoup demandé à moi, pourquoi Enki Bilal comme président d'un salon littéraire, comme le livre sur la place, parrainé par l'Académie Goncourt. Voilà, toute la rentrée littéraire est présente pour notre plus grande joie. Et j'aimerais que nous parlions un petit peu de votre rapport à la littérature. Qu'est-ce qui, pour vous, est si important dans la littérature que je crois savoir qu'elle habite vraiment votre œuvre d'artiste, de peintre, de dessinateur. Quel rapport entretenez-vous avec la littérature, Enki Bilal? Alors, au-delà des rapports, c'est très complexe, mais pour essayer vraiment de répondre à cette question, moi-même, j'étais flatté et surpris qu'on me donne ce rôle, qu'on me propose ce rôle, mais... finalement, tout est très clair lorsque je réfléchis, lorsque je pense à ce que j'ai fait. Ce rapport à la littérature, c'est d'abord un rapport aux mots. Et les mots constituent la littérature. C'est des mots que j'ai appris sur le tard, à savoir à partir de l'âge de 10 ans, des mots qui m'ont séduit et des mots qui ont porté aussi mon envie de dessin, qui, elle, était là. Donc, je suis arrivé, en fait, d'ex-Yougoslavie, de Yougoslavie à cette époque-là, au début des années 60, à Paris, et j'étais déjà passionné de dessin, mais l'obligation d'apprendre une nouvelle langue et surtout le fait de tomber amoureux de cette langue, me faisant découvrir dans le même temps la bande dessinée franco-belge, enfin, j'étais tombé dans un lieu piège pour moi, et
je crois qu'à partir de ce moment-là, les mots, dans ce qui constitue la bande dessinée, les mots sont devenus quelque chose d'extrêmement important. Et je le dis sincèrement, à un moment donné, beaucoup plus tard, lorsque j'avais déjà fait pas mal d'albums, je comprenais que la technique classique, traditionnelle de la bande dessinée ne permettait pas, comment dire, de s'enrichir, d'épanouir son langage. Et j'ai commencé à ce moment-là à m'éloigner de la bande dessinée traditionnelle pour faire quelque chose qui mettait en valeur ou qui donnait aux mots quelque chose de très important. Donc c'est un moment, quelque chose d'extrêmement personnel qui s'est passé dans les années 90, au moment où mon pays, la Yougoslavie, éclatait. Donc la douleur, le besoin de créer quelque chose de nouveau et de plus fort m'a amené à ça. Et en vous disant ça, la pluie redouble d'intensité. Voilà, c'est symbolique tout ça. Vos lectures, celles qui justement éveillent votre goût des mots, ce sont lesquelles? Est-ce que c'est, je dirais de façon très simpliste, est-ce que c'est tout de suite la science-fiction ou pas du tout? Alors, ce n'est pas simpliste du tout, mais c'est forcément... Vous savez, quand on apprend une nouvelle langue, quand on arrive dans un pays où on ne connaît rien, personne, le livre devient très vite un refuge. Et ce sont les livres que le maître d'école, ce sont les livres que moi, je finissais par trouver sur les marchés. Alors, il y avait de la bande dessinée, des illustrés, etc. Mais c'est forcément en lien avec l'apprentissage du français. Et moi, mes phares, mes marqueurs phares sont des écrivains comme, par exemple, Jules Verne au départ. Jules Verne me marque et m'embarque. Jules Verne, apprendre une langue comme le français du Jules Verne, c'est extraordinaire, parce qu'on apprend de tout, de la géographie, de l'histoire, il y a de l'imaginaire. Bon. Donc, c'est quelque chose de foisonnant. Et puis surtout, il y a une révélation, alors ça, c'est un livre de classe, d'école, c'est Baudelaire. Baudelaire, là, je tombe sur un agencement de mots. Je ne connaissais rien à la poésie, sur un agencement de mots qui me perce littéralement. Donc, j'ai souvenir de moments de relecture. Je m'acharnais sur les vers en disant mais il y a un rythme, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a des mots que je ne comprends pas. Une charogne reste pour moi quelque chose de sidérant. Donc, voilà, aller dans le dictionnaire, chercher les sens en même temps, et puis sentir la musique des mots de Baudelaire. Donc voilà, c'est quand même ça, ce sont des marqueurs. Après, c'est effectivement, vous avez parlé de science-fiction, je m'oriente vraiment parce que je suis attiré par l'imaginaire et par la non-description du réel. Voilà, le réel m'a toujours un peu ennuyé. Donc voilà, c'est tout. En tout cas, mais merci à Jules Verne et à Baudelaire. C'est pas mal comme parrain. La question, vous parliez de Baudelaire et je pense tout d'un coup à la question de l'hybridation dans votre œuvre qui revient beaucoup, qui arrive déjà avec la foire aux immortels, mais qu'on retrouve tout au long de votre œuvre, dans Animals évidemment. Et forcément, moi, Baudelaire m'évoque de l'hybridation. On a toujours le sentiment que l'humain et l'animal quelque part s'entremêlent. Pourquoi cette obsession de l'hybridation dans votre œuvre ? Écoutez, vous avez dit quelque chose de très, très, très important, très intéressant. C'est exactement ça. J'en suis conscient, mais comment l'expliquer? Je n'ai pas besoin de l'expliquer, je n'arrive pas à l'expliquer. Je pense que ça donne de la profondeur. Moi, ça me donne une forme de recul sur l'état du vivant, de l'homme, de l'humain et de l'animal. Enfin, moi, j'intègre, j'associe l'animal, ou plutôt, j'associe l'homme à l'animal, parce que l'animal est là depuis bien plus longtemps que nous. Nous sommes, paraît-il, la perfection héritée du monde animal, qui a découlé du monde animal. Je ne crois pas tout à fait. Mais en tout cas, cette hybridation qui est permanente et qui est nécessaire, alors elle vient sans doute, mais sans doute de Baudelaire. C'est pour ça que je suis très, très, très touché à ce que vous venez de dire. Mais comment l'expliquer? Comment expliquer le plaisir un peu secret qu'on peut avoir à se vautrer dans certaines atmosphères, certaines ambiances. Il y a quelque chose de totalement organique là-dedans. Et je pense que Christophe Onodibio, quand il parlait tout à l'heure de ses premiers émois sur certaines des images que j'avais dessinées, il sentait peut-être ça, et lui-même, il avait déjà en tant que lecteur, et ce qui deviendra après, il y avait déjà des prémices. Je me souviens, moi, surtout de l'image, parce que c'est vrai que dans je ne vais pas dire ma triste Normandie, mais dans ma Normandie pluvieuse,
C'était une planche dans la trilogie Nicopole, où c'est exactement ce dont vous parliez, Marie-Madeleine, en termes d'hybridation, où on voit c'est l'épisode avec la pyramide des dieux, la pyramide en panne qui s'arrête, et on voyait, et ça me troublait beaucoup, surtout masculins et féminins, mais surtout les personnages féminins me troublaient bizarrement encore plus. Et avec des têtes de chat, et donc c'était ces dieux égyptiens qui jouaient aux échecs dans une sorte de liquide amniotique, dans une sorte d'atmosphère de volupté froide qui me ravissait. En tout cas, voilà, donc à 12 ans, Enki a provoqué un émoi chez moi qui ne m'a pas quitté. Merci, Christophe, merci pour Volupté froide. Volupté froide, c'est un très beau titre aussi. C'est un peu un oxymore aussi, c'est super, mais c'est baudelairien. Je vais vous citer justement dans L'homme est un accident, Enki Bilal, pour compléter ce que vous êtes en train de dire à propos de l'hybridation. Vous dites que l'hybridation, voilà, nous parlons d'hybridation, elle devrait être équilibrée, elle devrait nous apporter autant qu'elle apporte à l'animal. C'est pourquoi dans ma création, je fais de l'hybridation une arme poétique et philosophique sur la complémentarité qu'il faudrait retrouver entre l'humain et l'animal. On y retrouve évidemment, tout comme c'est le cas dans ce livre, la question de l'écologie qui vous préoccupe beaucoup, entre autres. Pourquoi cette, si j'ose dire, obsession qui devrait peut-être être celle de nous tous aujourd'hui pour l'écologie et pour surtout cette question d'équilibre entre le règne humain et le règne animal et végétal? C'est un tout, en fait. On est vraiment, je pense que l'écologie, au sens noble du terme, hein, c'est une préoccupation qui est au-dessus de tout, au-dessus des partis politiques. Et le problème, d'ailleurs, il est là. C'est qu'on n'arrive pas à déclencher cette espèce d'élévation baudelairienne, on va dire, cette élévation du concept d'écologie qui est un concept universel, mondial, qui devrait se passer de tout ce qui est idéologique. Et donc, on est dans... Pour moi, quand je dis c'est un tout, c'est que le vivant, alors les animaux, donc forcément les animaux et les humains, hybridés ou pas, mais ils ont subi les hybridations. On a tous subi, on est issus de hybridations permanentes. L'évolution du vivant, c'est ça. Et tout ça, ça se fait dans un lieu qui est absolument magique, mais dont on ne vante pas suffisamment les qualités. Je pense que l'éducation nationale devrait se pencher là-dessus, essayer d'expliquer d'abord ce qu'est la planète. Est-ce qu'il y a des cours sur la planète, sur notre planète, sur le cosmos, sur la situation de la Terre dans l'espace, etc. On devrait peut-être commencer par ça plutôt que par Dieu, par des histoires un peu mortifères. Donc, c'est un tout qu'il faut prendre dans sa globalité et que moi, je ne laisserai pas aux politiques. Le problème, c'est que les politiques s'acharnent là-dessus, s'en servent, le dévoient et trahissent finalement le vivant dont ils font partie. Ils font partie du vivant, mais ils ont leur petit précaré, ils ont leur petit confort ou leur petite entreprise à gérer. Oui, non, juste une chose qui va peut-être faire plaisir à Enki, c'est qu'en fait, effectivement, en France, il n'y a pas encore de cours d'écologie, mais en Italie, ils viennent de mettre en place, donc c'est l'Europe, donc ça va peut-être arriver jusqu'à nous, mais justement des cours autour du vivant, pas de la biologie, mais de ce que tu appelles d'ailleurs la planétologie, parce qu'en fait, c'est vrai que écologie, ce que tu reproches au mot, c'est qu'il a été capté aussi par des forces politiques, parfois. Idéologique. Et le mot que tu préfères utiliser, c'est planétologie. Et c'est vrai que si on disait planétologie, parce qu'on a perdu le sens d'écologie qui veut dire, je parle à la très grecque Marie-Madeleine Rigopoulos, c'est que c'est la science de la maison commune. Quand on disait la maison brûle et les gens, je ne sais plus ce que c'était la phrase de Chirac, et tout le monde regarde ailleurs, voilà, la maison brûle. Mais l'idée de maison, en fait, on l'a perdu parce que les gens ne connaissent plus l'étymologie. Mais dès qu'on dit planétologie, là, ouais, on sait bien qu'une planète, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas une de rechange. Et j'aime bien quand on avait fait ces entretiens-là, qui avait dit, c'est la planétologie. C'est toi qui m'avais fait accoucher de ce mot, je me souviens très bien.
J'attendais d'en savoir plus, moi. Ah, mais non, ça sera rien de plus. Non, il faut donner des cours de planétologie. Donc, messieurs les ministres, alors de l'éducation, des éducations à venir, ben, pensez à ça, voilà. Mais bon, non, mais on est, je dirais, non, c'est pas naïf, c'est pas de la naïveté de dire ça. Au contraire, c'est un vrai. Je pense que c'est la chose, la première qu'il faut apprendre, c'est à vivre avec les autres d'abord, et en partageant cette idée de cet habitat. Alors, il n'y a pas de plan B. Hein. Elon Musk, moi, il me fascine, c'est un personnage absolument étonnant. Mais Elon Musk ne nous fera pas partir sur Mars pour essayer de sauver l'humanité. Ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Mais c'est vrai que le meilleur pour le ministre de l'Éducation nationale, s'il nous écoute, hein, en tout cas on passera le message, c'est vrai qu'il faudrait faire étudier Animals vraiment dans les classes, qui est vraiment, si vous n'avez pas lu ici Animals, vraiment une initiation, d'ailleurs presque une préfiguration du cauchemar planétaire qu'on vit, avec des océans pollués, mais qui se termine, je ne divulgage rien, par une sorte de synthèse de l'homme et de l'animal. Et moi, quand Enki invente dans ses bandes dessinées une sorte de machine qui nous permettrait de nager à l'intérieur du corps d'un dauphin, je suis assez preneur, quoi. Voilà, mais c'est très beau. Plongeur, voilà. Plongeur. Mais les dernières... On dit beaucoup de vous, Enki Bilal, que vous êtes un artiste visionnaire, évidemment obsédé par la mémoire, et tout de suite je suis interpellée, la mémoire c'est le passé, visionnaire c'est le futur. Est-ce que ça veut dire que pour pouvoir comprendre ce qui va nous arriver, il faut se tourner vers le passé ? Il faut garder du passé. Notre vie, c'est une conjugaison temporelle de trois temporalités. La première, c'est le présent que nous vivons, mais qui devient très vite le passé. Ce que nous sommes en train de faire, à 19h, on l'aura terminé, et ça sera entré dans le passé. Demain sera notre futur, et hier, c'est le passé. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut garder la mémoire de ce qui est passé. Alors, il ne faut pas s'acharner à tout garder. Moi, j'ai une mémoire qui est très, très sélective, très abrasive, donc je ne me souviens pas forcément des choses qui me concernent. C'est très étrange. Hein. Mais lorsqu'on est dans un acte de création, une envie de création, il faut avoir ces paramètres sont essentiels pour ensuite recomprendre le présent qu'on est en train de vivre, et pour ensuite regarder devant, essayer de créer cette zone qu'on appelle le futur et qui fait peur. On se dit c'est du futur, ça ne peut pas exister, c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui, il y a 30 ans, était de la science-fiction, mais la plus folle. Et on le vit, ce moment. Ce monde-là, on le maîtrise. On en est même devenu addict. Donc, ces trois éléments sont indissociables. Il ne peut pas y avoir de vision du futur s'il n'y a pas la conscience du présent et du passé. C'est pour ça que, pour moi, c'est une temporalité très noble, le futur. Elle est noble parce qu'on peut la maîtriser, on a cette obligation de la maîtriser. Et tout le problème de l'écologie, de la planétologie, merci Christophe, c'est qu'on ne regarde pas devant comme il faut. Combien de gens nous ont alertés? Je me souviens il s'appelait René Dumont, je crois, non? Ce monsieur avec un pull rouge, il y a très longtemps, passé à la télé, et qui nous a annoncé des choses terribles. Et puis bon, voilà, il y a la lucidité d'un Nicolas Hulot, par exemple. Tout ça, c'est pas nouveau. Donc, voilà. Le futur, c'est cette zone qu'il faut essayer de sauver. Il faut essayer de sauver le futur, c'est-à-dire nous sauver, nous. Dans la série Bug, on va en parler un petit peu quand même, justement, il est question, d'une certaine manière, on a le sentiment que vous essayez de sauver, alors qu'on est même pas dans le futur, j'ai le sentiment qu'on est sur le perron du futur avec Bug. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où la mémoire Internet est effacée, et donc la mémoire du monde, puisque nous sommes dans un univers où tout le monde a donné, confié sa mémoire à la technologie et n'en a plus lui-même, reste un homme, détenteur de la mémoire du monde et qui devient à la fois l'homme à enlever, à abattre, à récupérer. Comment est née l'idée de ce personnage, cette idée pas si folle que ça, finalement, que la mémoire de l'humanité est en danger?
Elle est née de la réalité de tout ce que vous venez de décrire. C'est vrai que pour une fois, je ne me suis pas propulsé trop loin, et 2040 uniquement pour des raisons de plausibilité d'un voyage sur Mars. Je parlais d'Elon Musk tout à l'heure, mais je traite le récit, l'histoire, comme si c'était aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire dans 15 jours, 3 semaines. Vous avez tout à fait raison. Donc, en fait, je parle de nous. Donc, à partir de ce moment-là, la situation est très claire. Je reviens à un récit beaucoup plus classique, plus traditionnel. Et d'ailleurs, au passage, je retrouve beaucoup de lecteurs que j'avais perdus dans mes voyages précédents, dont Animals, dont a parlé Christophe Medibio. Et là, je reviens sur des traces plus traditionnelles, donc je retrouve plus de lecteurs, mais je suis obligé en même temps de tenir ce cahier des charges, et donc d'avoir des personnages auxquels on puisse s'attacher. Alors, moi, évidemment, la mémoire, l'hypermnésie, c'est quelque chose que j'ai déjà traité dans le Sommet du monstre, mais c'est quelque chose qui me fascine réellement, et d'imaginer qu'un seul humain se retrouve de manière très, très étrange et accidentelle, dépositaire de toutes les connaissances, de tous les fichiers du monde, de tous les disques durs, ça brasse l'argent, ça brasse les hautes technologies, le nucléaire. Imaginons un monde, on vit une pandémie, on s'y est habitué, on a commencé à vivre avec, mais imaginez ce que serait de vivre tout d'un coup sans aucun élément numérique, alors qu'on est dans un monde qu'on a totalement fabriqué pour qu'il soit totalement numérique, et de plus en plus. Donc c'est un sujet qui me paraît tellement énorme que je le traite de manière très légère. Il n'y a pas de chaos, parce que logiquement, après une disparition, un bug comme celui-là, c'est le chaos dans les 24 heures, dans les grands magasins, dans les banques, on imagine, dans les déplacements, on prend l'avion, non, il ne marche plus, comment je fais? C'est terrifiant. Et ça, je n'ai pas voulu vous traiter. Il y a des séries qui traitent ça de manière très réaliste. Et là aussi, je suis un peu long dans la réponse, mais je pense que c'est très important. Je me retrouve dans une zone qui m'est confortable, où je ne suis pas dans le réel. Je choisis des éléments du réel que je veux montrer, dont je me sers pour raconter, pour poser des questions, parce que je pose des questions, moi je m'en pose et je pose au lecteur des questions. Je les vis en temps réel, finalement, ces histoires. Et donc voilà, je suis très heureux de pouvoir m'extraire de l'obsession du réel pour raconter quelque chose qui, dans le réel, serait une catastrophe terrifiante. Vous parlez de légèreté, on n'en parle pas souvent parce qu'on parle souvent, en ce qui vous concerne, effectivement du côté visionnaire, de la mémoire, de la violence même aussi qui est assez présente. On parle moins de l'humour et pourtant il est extrêmement présent dans votre œuvre. L'humour, c'est quelque chose, on le retrouve encore dans Bug, on voit des situations assez drôles. Vous imaginez par exemple des gens qui s'achètent des miroirs de poche parce qu'ils ne peuvent plus faire de selfie, donc pour compenser, ils s'achètent des miroirs de poche pour pouvoir se regarder. Vous prenez des exemples de jeunes qui se suicident parce qu'ils n'ont plus accès aux réseaux sociaux. C'est triste, c'est pas drôle, mais vous le détournez évidemment, donc ça prend des allures tragicomiques. L'humour, c'est quelque chose que vous faites, si j'ose dire, consciemment quand vous racontez une histoire, ou c'est l'histoire elle-même qui, d'une certaine façon, va imposer cette dérision du tragicomique? Les deux. Je pense qu'il y a les deux. Dans ma réponse, il va y avoir les deux, parce que l'histoire elle-même, ce que je viens de dire, elle est tellement chargée de violence, de drame. C'est un vrai drame, ce sont des sujets qui sont graves, qui sont durs, qui sont violents. Et donc là, tout naturellement, il y a quelque chose qui me dit, tu ne peux pas t'enfoncer là-dedans, tu vas te perdre là-dedans. Je ne veux pas me perdre, moi, dans mes histoires. Donc, et puis, il y a quand même le sentiment de jouer quand même toujours, et c'est ce que j'aime vraiment profondément dans la littérature, dans l'écrit. L'écrit permet ça beaucoup, de prendre cette distance, de tout d'un coup, vous donner le sentiment qu'on est dans une situation très réaliste, très réelle, et tout d'un coup de sortir qui va donner qui peut se... il y a une coupure. Attendez, c'est un peu haché. Ce qui est un petit peu haché. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour régler ça? La pluie s'est arrêtée, c'est peut-être ça.
Ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux. On va y arriver. Non, non, j'essaie de dire que... Frôler le bug. Non, j'essaie de dire... Oui, on est dans une situation pré-bug. J'essaie de dire en fait, tout simplement, l'humour ou la dérision, le second degré me sont nécessaires. Je veux dire, un monde sans humour, sans dérision, sans second degré, je ne pourrais pas le vivre. Même si en feuilletant rapidement, en lisant de travers, comme ça, rapidement mes histoires, on peut se dire, ce type est totalement désespéré, c'est dramatique. Non, c'est pas dramatique du tout. Justement, il y a tous ces éléments qui sont dans mes récits, et moi, je prends du plaisir à jouer avec ça, avec le drame, et tout d'un coup à désamorcer. Et ça fait partie de l'ADN, quelque part. Et ce que je disais, c'est que la littérature, les mots, l'écriture, permet ça de manière très... comment dire, très efficace et très fine dans le récit tel que je les organise. Il y a moins de gags visuels dans mes histoires que de situations écrites qui désamorcent. D'ailleurs, il y a aussi, on parlait tout à l'heure des références littéraires qu'il y a aussi dans ton travail. Moi, je pensais à Pérec, qui souvent apparaît, Pérec, donc l'auteur de Je me souviens, qui apparaît dans une case au milieu d'une planche, mais très discrètement, c'est même jamais montré, mais on reconnaît Pérec avec sa barbiche et voilà, sa coupe de cheveux étrange. Et effectivement, Pérec a écrit Je me souviens, et Je me souviens, ça pourrait être à chaque fois en exergue de tous les albums d'Enki. Une chose que je voulais dire, et qui est une forme de question aussi à Enki par rapport au côté visionnaire dont tu parlais, moi j'ai l'impression à Enki que quand on dit visionnaire, au fond, peut-être que le mot est mal choisi. On le dit tous, ça, hein, visionnaire, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs choses que tu as dessinées avant qu'elles ne se produisent. Mais j'ai l'impression que c'est parce que toi, tu vois, et c'est ton talent et ton observation hors du commun, vraiment, c'est que tu vois les indices que nous, on ne voit pas de ce qui va arriver. Et j'ai l'impression que les indices, tu les vois, par exemple, les indices des catastrophes à venir, parce que aussi tu viens d'un pays, tu as grandi dans un pays qui n'a plus le même nom, qui n'existe plus, qui a explosé, au fond. Est-ce que ça explique aussi ce qui n'est pas une préscience, mais simplement une conscience que les signes du présent, au fond, on ne les regarde pas assez bien, parce que toi-même, tu en as fait l'expérience. Et je pensais à ça, et je m'arrête là, sur cette importance du passé. Aujourd'hui, par exemple, au Canada, où il y a 2 jours, on brûle des livres, on brûle des Tintins, des Lucky Luke, il y a toute une liste, etc., au nom du progrès. Si on oublie le passé, si on n'a plus ces indices du passé, on oublie que ça a été fait à certaines époques et que ça annonce pas des choses extrêmement rayonnantes et flamboyantes et progressistes, justement. Donc, est-ce que c'est le fait de venir d'un pays qui n'existe plus, d'ailleurs, le pays qui n'existe plus, expliquerait, au fond, ta faculté à voir des indices que peut-être nous, on ne voit pas? Alors, oui, le lieu de naissance, c'est forcément toujours quelque chose de primordial. Hein, sur les milliards d'individus, les milliards de milliards, depuis que la vie existe, le lieu de naissance détermine énormément de choses. Alors, ce que tu dis est très juste. Mais là aussi, je ne l'ai pas analysé, je ne m'analyse pas comme ça, mais c'est parfaitement bien vu, je crois, que le fait de vivre dans un pays sous une forme de dictature soft. Hein. Tito, c'était pas Staline, et en plus Tito s'était rendu très très sympathique auprès des Occidentaux à la fin de la guerre en disant non à Staline, justement. Donc il a créé sa rupture, donc il y a eu un socialisme plus soft, on va dire, mais qui quand même qui produisait un état de suspicion. Il fallait regarder, il fallait se méfier de tout le monde, et d'autant plus que dans ma famille. Mon père, qui était proche de Tito à un moment, il a été son tailleur, mon père, qui rêvait d'Amérique, qui rêvait d'Europe, d'Occident. Mon père part pour la France pour parfaire son métier de tailleur. Et donc, il y a eu des périodes entre ma naissance au début des années 50 et la fin des années 50, l'année où on arrive en 60 pour rejoindre mon père en France, il y a eu des moments très particuliers où je pense que peut-être une forme de paranoïa qu'a dû vivre ma mère, qui n'a pas dû être facile, avec ses 2 enfants, ma sœur et moi. Tout ça, je pense que je regarde. Elle me disait de me méfier, de regarder. Alors, c'était pas là, j'étais très heureux, mais en même temps, peut-être que là, à ce moment-là, j'avais pris conscience qu'il fallait être très, très sensible aux signes.
dont tu parles, Christophe, et qui sont des signes, qui peuvent être des signes assumés, hein, parce que ce sont des signes du communisme de Tito, mais aussi dans le comportement des autres. Pourquoi pas? Je pense que ça a peut-être déformé mon regard, quelque part. Ça a une acuité sur certains points qui apparaissent et que je ressens. Mais en tout cas, l'histoire de, par exemple, le visionnaire, mais le côté, par exemple, les talibans, lorsque les talibans, je lis les premiers articles sur les talibans en 1995 en Afghanistan, ces étudiants en religion, je lis sur eux et je comprends. Là, j'ai une vision, je me dis, mais voilà, c'est parti. Le début du siècle, du 21e siècle, sera un siècle de guerre religieuse. On a parlé de l'importance des mots. Ah, vous êtes toujours là, Président? Est-ce que vous nous entendez? Oui. Je suis là, moi je suis là, moi je vous vois. D'accord, bon, c'est déjà ça. On parlait de l'importance des mots, on a parlé de la littérature. Je me suis souvent dit que pour un dessinateur, un peintre comme vous, l'image fait aussi office d'une certaine manière de mot. C'est-à-dire qu'une image raconte évidemment énormément de choses, ça, je ne l'apprends à personne. Mais comment est-ce que, quand vous travaillez sur un dessin, sur un tableau, est-ce que vous racontez une histoire ou est-ce que vous vous laissez porter par l'instinct de l'envie, l'imaginaire, ou est-ce que vous êtes dans la même mécanique peut-être qu'un écrivain qui serait en train de raconter une histoire? Je ne sais pas si je... Non, je comprends tout à fait. C'est compliqué, c'est complexe parce qu'il y a il y a deux façons de travailler. Je suis quand même dans la narration, dans l'écriture. Je raconte une histoire. Donc, le dessin, même si j'essaie de garder un maximum de liberté, me permet parfois de devancer, c'est ça l'idée, hein, de devancer l'idée et les mots, de faire en sorte que finalement le dessin dise des choses qui sont plus fortes que ce que j'avais imaginé avec les mots. Et donc, du coup, à ce moment-là, les images effacent le texte. Ça m'arrive très souvent de supprimer un dialogue ou une phrase parce que simplement l'image était suffisamment forte et produisait un effet meilleur. Donc ça, c'est une alchimie et d'un truc de dosage très professionnel, on apprend à gérer tout ça. Il y a un autre élément que je suis en train de mettre en place petit à petit, c'est la peinture. La peinture, j'ai peint, j'ai exposé dans des endroits très prestigieux, partout, un peu dans le monde, à Venise 2 fois quand même à la Biennale, des concepts, des installations, mais je ne suis pas entré totalement dans cette... Je sais que ça intrigue Christophe, parce que simplement, face à la peinture, je suis encore un peu quand même dans la narration. Il y a des mots quand même qui continuent à me perturber, même si je considère qu'on peut faire de la peinture aussi en y intégrant des mots. Voilà, quand c'est fort, quand ça tient, quand ça passe une nuit, on peut se dire, on peut valider. Il y a souvent des choses qui sont un peu absurdes, qui sont écrites dans les tableaux peints, qui ne tiennent pas la distance ni le temps, mais je suis sûr qu'on doit pouvoir arriver à faire quelque chose. Mais en tout cas, se débarrasser des mots, en peinture, c'est ça l'idéal. Et puis le geste, alors, si on faisait par exemple un parallèle avec un écrivain, l'écrivain, qu'est-ce qu'il pourrait écrire comme texte de la même manière? L'écriture automatique, ça existe, ça produit des choses drôles, marrantes, étranges, mais je ne suis pas sûr que l'écrivain puisse, en se lâchant complètement avec ses mots, égaler la performance de l'artiste, du peintre, lâché. Donc, je rétablis un peu. Tout à l'heure, j'étais totalement pro les mots et pro la langue. Non. Il y a dans le geste de l'artiste une grande force. Et peut-être une autre liberté aussi. Je pense à ce livre que vous avez publié aux éditions Stock dans la collection Manu au musée intitulé « Nu avec Picasso ». Vous êtes censé écrire un livre et vous ne pouvez pas vous empêcher de dessiner. Est-ce que ça veut dire que vous êtes d'une certaine façon un artiste hybride, pour reprendre le mot de tout à l'heure? Alors oui, hybride, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Mais non, là, je dois dire que les dessins, moi, au départ, je ne voulais pas faire un seul dessin dans ce livre. Et c'est Alina Gourguel qui est là, à l'origine de cette collection, superbe, hein, la Manu au musée, chez Stock. C'est elle qui me dit, mais il faudrait peut-être quand même qu'il y ait, je sais pas, 2-3 croquis, que tu puisses donner un élan ou quelque chose. J'ai mis ça de côté, et puis en écrivant,
je me suis dit, mais oui, mais pourquoi pas. Et donc, là, du coup, ça... Attention, on vous entend plus. Ça m'a... Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Non, c'est pas mieux? Si, c'est mieux. Pourtant, il ne pleut plus. C'est mieux, bon. Okay. Il faut me regarder là-haut, voilà. Hein, Marie-Madeleine, je vois tout le monde. Donc, on est dans... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, en fait, j'ai fait quelque chose... Ce livre m'a comblé de bonheur et de plaisir, hein, parce que j'ai adoré écrire ça, intégrer des dessins à la manière de Picasso parfois, amener aussi un invité totalement improbable qui était Goya, donner du temps aussi à la création, aux femmes. Bref, on est dans quelque chose d'essentiel avec Picasso. On ne pouvait pas ne pas parler de création. Mais ça m'a amené aussi à faire un travail sur Picasso en y intégrant, c'est pas dans le livre, mais en y intégrant 4 dessins faits par des enfants anonymes qui ont été faits pendant des guerres. Alors, je ne peux pas vous dire. Il y en a un, je sais que c'était au Rwanda il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Les autres, je ne sais pas. Mais je les ai intégrés dans le style Picasso et revus par moi. Et ça a produit quelque chose, un dessin assez incroyable. Donc voilà, tout ça, c'est quand le dessin rencontre comme ça les mots, là, il y a du sens. Donc, Alina, merci de m'avoir amené sur cette piste. Il n'en demeure pas moins que pour moi, c'est un livre de texte et d'écriture. Christophe, vous qui êtes un grand lecteur de romans, de livres, de textes, qu'est-ce qui vous fascine? Alors, je sais que vous aimez aussi la bande dessinée en général, et que vous avez une fascination particulière pour l'œuvre d'Enki Bilal. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez lui? Et peut-être, quel est le lien que vous faites entre la littérature et l'œuvre d'Enki Bilal? C'est très compliqué de répondre à ça. Enfin, pour moi, Enki... le problème, c'est que ça va faire très flagorneur, là, mais... Non, mais j'aime l'idée, et peu de gens arrivent à faire ça, de l'artiste total. C'est-à-dire celui qui... En fait... On a tendance, surtout en France, enfin, pas seulement en France, on adore mettre des cloisons, en fait. Donc, un écrivain, de la même manière qu'il fut un temps, heureusement révolu, où la bande dessinée n'était pas considérée comme pouvant intéresser des gens sérieux, qu'un écrivain ne pourrait pas s'intéresser, par exemple, à l'art contemporain. Enki est le seul à avoir, il a pris des risques, et ça, je réponds à votre question, ça c'est aussi une des choses pour lesquelles je l'admire. Il n'a jamais dévié de sa ligne d'exigence. Il sait admirablement dessiner, peindre, raconter, et à un moment, il s'est dit, je vais m'éloigner de la facilité, peut-être qu'il y avait une lassitude aussi, mais peut-être la lassitude, mais peut-être qu'il a su inventer une nouvelle forme pour raconter, en gros, la guerre en Yougoslavie, mais là où des gens auraient fait un simple « je me souviens » et auraient raconté leur jeunesse, etc., il a réussi à raconter le drame de Yougoslavie, mais intériorisé et propulsé dans le futur, qui nous faisait penser à nous, qui n'avons pas connu la Yougoslavie à l'époque, à faire plein d'échos avec le présent. Et il a inventé une forme qui était... Alors on a dit c'est pas de la bande dessinée. En fait, on s'en fout de ce que c'est. C'était du Bilal. En fait, Enki, c'est le seul, ou un des seuls, peut-être Druillet, on peut dire aussi, c'est du Druillet, à dire c'est du Bilal. Et quand c'est du Bilal, c'est ni de la bande dessinée, de la littérature, du cinéma, du roman graphique. Non, c'est du Bilal. C'est-à-dire c'est une proposition qui ouvre toutes les fenêtres, qui fait sauter toutes les cloisons, extrêmement exigeante, passionnante, riche, belle. Voilà, c'est aussi intelligent que beau. Et ça, c'est assez rare. Et c'est ça qui me fascine. Sur la... Je ne sais plus ce que je veux dire, mais... ce que j'étais en train... Avant votre question, j'étais en train de penser à quelque chose. Voilà, si. Voilà ce que je voulais dire. Par exemple, là, aujourd'hui a été dévoilée la couverture du nouveau Bug. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, moi, je l'ai, mais je ne sais pas si on peut la voir. Peut-être je m'approcherai tout à l'heure des caméras pour la montrer. Bon, encore une fois,
Cette couverture, Enki, je suppose que tu l'as faite pas il y a 2 jours ou pas il y a 1 semaine. Il y a un peu plus longtemps. Bon. Je vais vous la montrer quand même, je vais m'approcher, parce que vous allez voir pourquoi je trouve que c'est assez dingue et ça va répondre à votre question. Est-ce que si je m'approche de la caméra, est-ce qu'on va pouvoir... Voilà. Sinon, chacun prend son iPhone et regarde, mais ça va être un peu... Petit happening. Non, on peut pas? Non. Du nouvel album d'Enki Bilal. Alors, on ne peut pas, je ne peux pas vous la montrer. Si? Ah oui, où alors? Dites-moi où. On peut le faire en langage des signes, peut-être, monsieur. Voilà. Vous pouvez, regarder, je la montre. Comment vous le feriez en langage des signes? Voilà. Où est la caméra où je peux montrer? C'est là? Je crois, là. Parce qu'il me fait des grands gestes. Ah là, c'est bon? Ah oui, alors attendez. Alors vous voyez, il faut vraiment avoir de bons yeux. Parce que surtout, on ne peut pas zoomer sur le visage du personnage. Ce personnage, en fait, il a une tache bleue sur le visage. Il a aussi un habit rose. Alors, Bilal invente, après le bleu Bilal, invente le rose Bilal. Ça, je pense que c'est les prochaines questions que les journalistes vont poser quand ils vont voir ça. Mais surtout... Ah non, on voit pas. Bon, il a une tache bleue. Et qui, récemment, dans les 2 jours, avait une tache bleue et nous a, dans un film de Jean-Luc Godard qui s'appelait Pierrot le Fou et qui nous a quittés il y a quelques jours, Belmondo. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive, il sort une couverture. Là, il faut que ça arrive en résonance avec le présent. Donc, à chaque fois qu'il dessine quelque chose, ça nous fait tilter sur le présent, sur un événement, etc. Donc voilà pourquoi j'aime Enki Bilal, en dehors de la qualité esthétique et de ses narrations formidables. C'est que les signes dont je parlais, c'est rare en fait. C'est les grands artistes sont ceux qui arrivent à voir des signes que les autres ne voient pas. Enki Bilal, d'ailleurs, le 3e tome, on peut l'espérer pour bientôt, de Bug, aux éditions Casterman. Oui, absolument. Je termine les dernières pages, quelques dernières pages. Je crois qu'il y a un projet parallèle à Bug. Il n'y a pas une adaptation de prévue? Absolument. Non, alors ça, c'est une adaptation série télévision pour France Télévisions. Donc, Bug. Alors, ce sera évidemment tout à fait autre chose, tout à fait différent, parce que le temps d'écriture, une série que j'ai écrite avec Dan Franck, c'est un travail, une collaboration sur Bug. À 4 mains, on a travaillé là-dessus, donc on est parti très vite. Il a fallu choisir des voix que je n'ai pas, moi, utilisées dans mes albums, puisque je les fais au fur et à mesure. Donc, c'est très étrange. Il va y avoir 2 versions totalement différentes de Bug, l'une à lire et l'autre à regarder, avec des acteurs, avec une vraie série, hein, c'est pas de l'animation du tout. Donc voilà, on travaille là-dessus, c'est un gros projet international, hein, parce que le sujet est international. Donc voilà, ça c'est sur les rails. Voilà. Il est toujours avec sa couverture du Bug 3. Non, mais c'est quoi ce costume rose? Un peu comme les enfants ont. Non, parce que tout à l'heure, il a dit absolument, féminin, masculin, et on n'a pas parlé vraiment. Donc ce personnage très masculin avec sa tache bleue, qui a une sorte de costume un peu comme dans Peter Pan, comme les enfants dans Peter Pan, rose, un peu panthère rose, quoi. Mais c'est... Alors la tâche, c'est ça, c'est la tâche qui trahit qu'il est squatté, qu'il est par un alien, donc il y a un alien dans son corps. Hein, c'est cet alien qui est le disque dur, qui a aspiré tous les fichiers du monde. Hein, c'est pas lui, mais cet alien lui transmet sous forme de données. Donc son cerveau peut transformer ça en connaissance. Mais donc la tâche, elle vient de cet occupant qui est bleu lui-même et qui donc c'est quelque chose d'assez étrange et d'assez malsain. Mais alors l'histoire de la fourrure, parce que c'est une fourrure avec des oreilles de lapin, je ne sais pas quoi, qui est rose avec des taches vertes, donc ça m'est venu comme ça. C'est ça qui est bien. Préparez-vous. À un moment donné, il est kidnappé par des tsaristes femmes, il est embarqué carrément en Sibérie. Et donc, simplement, à un moment donné, on lui donne un vêtement pour le couvrir, parce qu'il fait froid, et on lui colle ça sur le dos.
Et ça devient son habit. Alors, lorsqu'on me demande chez Casterman, on me dit il va falloir penser à la couverture. Je dis mais bien sûr, mais bien sûr. J'enlève l'eau qui est sur mon ordinateur. Ah. Autre bug. Décidément. Forcément ça. C'est forcément ça, il faut qu'il soit là, voilà, c'est un truc d'enfant, c'est un truc de... Et c'est effectivement le sens aussi de ce que... On parlait tout à l'heure d'humour et de dérision, mais c'est exactement ça, c'est exactement comme ça que je traite les sujets les plus dramatiques, c'est avec cette espèce de... Une forme de alors, liberté et presque, je fais une blague, je me fais une blague et je suis content. Mais il n'y a pas la volonté d'effacer un peu la virilité du personnage par du féminin, parce que c'est vrai qu'Enki Bilal, c'est aussi, pour ça que je l'aime aussi, c'est aussi un vrai féministe, pas un féministe dogmatique, mais quelqu'un qui vraiment, d'ailleurs dans ses albums, toujours a mis des héroïnes au centre du jeu. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que c'est pas un signe aussi Non, mais oui, il y a forcément. De toute façon, mes hommes, je leur fais subir des choses toujours. Ils sont toujours un peu ridicules. J'ai jamais eu de super-héros. Ou alors, il est grotesque. Donc, ce ne sont pas des super-héros. Lui, pour l'instant, c'est un type qui découvre ses pouvoirs. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il sait qu'il était sur Mars et tout. Donc, pour moi, c'est pas pour l'instant encore un mec. Il roulera jamais des mécaniques, hein, mais il va peut-être péter un câble. Il commence un peu dans la fin du 3, vous allez voir, il y a de quoi péter un câble. Donc, je ne sais pas comment il va évoluer, mais il ne sera jamais je suis le mec. Voilà, moi, je déteste ça. Et donc, je te remercie de dire que je suis féministe, oui, par les temps qui courent. Moi, je les cherche beaucoup chez les femmes, les féministes. Ça me manque. Il me manque un peu quelques féministes sur, je ne sais pas, une espèce d'empathie envers les femmes afghanes. Je n'entends pas beaucoup nos féministes s'occuper du sort des femmes afghanes. Et s'occuper davantage du voile avant, quand c'était en France, en disant que, voilà, on stigmatisait les pauvres musulmanes qui voulaient porter le voile. Non, là, je suis désolé, il faut penser aux femmes qui sont en Afghanistan maintenant. Et sortez du bois, mesdames, les nouvelles féministes. Bon, allez, je vais me faire des amis. Mais je vois que la connexion avec Internet est instable. On n'a plus beaucoup de temps, mais comme vous parlez de masculin-féminin, il faut quand même que je vous pose une question sur l'affiche et ce magnifique dessin que vous nous avez offert pour l'affiche. Pourquoi cette image en particulier pour le livre sur la place ? C'est un tableau emblématique de moi que j'ai fait il y a pas mal de temps, mais qui est en fin de compte écoutez, si on devait trouver une illustration pour la discussion qu'on vient d'avoir tous les trois, ce serait ça. Parce qu'on a parlé de quoi? On a parlé d'hybridation, on a parlé de sensualité, on n'a pas parlé de sensualité, mais c'est induit, c'est forcément, dès qu'il y a un couple, on a parlé de décalage, d'étrangeté, d'inquiétude, d'angoisse, et en même temps on a parlé de notre monde. Si on regarde bien ce dessin, ce couple qui s'appelle Clandestin, mais qui peut changer selon le cadrage et selon le sens, on voit bien qu'il y a des noms de villes, ça a été fait au moment de l'éclatement de la Yougoslavie, mais ça reste quand même quelque chose de très emblématique du monde. Et tout à l'heure, Christophe a parfaitement résumé ma démarche en disant que de quelque chose qui était local, à savoir la Yougoslavie, et ça a été traité comme un conflit local, d'où la grande honte pour l'Europe. Moi, je l'ai sorti pour en faire quelque chose d'universel et le propulser dans un futur. Et donc, ce dessin, c'est un peu tout ça. C'est un couple d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Et pour moi, c'est emblématique et je suis heureux d'avoir donné l'occasion de le découvrir sous un certain cadrage à Nancy. Malheureusement, ce temps qui nous est imparti touche à sa fin. Je voudrais quand même rappeler que bientôt, très bientôt, sortira le 3e tome de Bug aux éditions Casterman, que déjà est paru évidemment le 1 et le 2, mais aussi L'homme est un accident aux éditions Belin, cet entretien absolument passionnant avec Adrien Rivière, qui nous permet aussi de décrypter votre travail et vos inquiétudes. Et puis à venir, Christophe, donc on l'a évoqué en début de conversation, d'une certaine manière, la suite, enfin en tout cas dans la continuité de cette première conversation, Ciel d'orage, apparaît chez Casterman également un nouvel ouvrage. Oui, et le titre qu'Enki a trouvé, qui est magnifique, parce qu'il adore les oxymores, vous savez, cette association de mots qui apparemment sont contradictoires, comme soleil noir. Ça va s'appeler Sublime Chaos. En fait, avec Enki, on ne cesse
de se voir, de discuter, mais on s'était arrêté en 2011. Et en fait, depuis 2011, quand on regarde tout ce qui s'est passé, des choses effectivement sinistres qui nous ramènent, d'ailleurs les talibans, on avait parlé des talibans en 2011, ils reviennent aujourd'hui. Mais il y a eu aussi Charlie avec des dessinateurs Kenki qui étaient les amis d'Enki, Georges Wolinski par exemple. La pandémie. Pardon Comment Non, Cabu. À nouveau, la connexion est instable. Il s'est passé tellement de choses, on n'est plus dans le même monde, donc en fait, on poursuit ces entretiens. Enki, vous nous entendez? Oui, j'entends. C'est un peu haché, mais j'entends. Voilà. Et donc, mais il y aura énormément de dessins, je crois, Enki, je crois que tu as prévu... Oui, il y a des... Non, mais on va le faire ensemble. Le bouquin, maintenant, on va s'y mettre ensemble. C'est une autre approche, c'est très complémentaire du petit livre dont on a parlé, qui est L'homme est un accident. C'est autre chose, et c'est le même regard, mais aussi, il y a le regard de Christophe, donc ce qui amène une autre lecture. Voilà, et ça sera très beau. Ce que j'en ai vu est magnifique. Voilà, mais ça, c'est The Enki Touch. Enki Bilal, merci à vous. Merci à la technologie de vous avoir mené jusqu'à nous. Merci. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à Christophe également. Et je sais que dès que vous irez mieux, vous viendrez à Nancy à la rencontre du public qui vous attend. Absolument. Je m'y engage ce soir. J'embrasse tout le monde. Bon rétablissement, à bientôt. Merci. Faut que je dise juste un truc à la demande de Xavier Dupluy, c'est que si vous voulez voir cette couverture, vous allez sur le site Le Point Pop. C'est Le Point Pop Enki Bilal actualité, et vous la verrez en beaucoup plus net. Voilà. Pardon, mais bon, j'ai tout essayé. Merci Christophe, merci Marie-Madeleine, ça a été super. Merci.